Exact. Alors, désolé pour cette interruption, on a eu une coupure d'électricité, donc on va reprendre. Alors, est-ce que, madame, s'il vous plaît, répétez le diapo précédent. Le diapo précédent. Oui, C'est-à-dire, je commence où deux. C'est quoi un caustique? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas encore avancé dans le cours. Alors, allez-y. Alors, s'il vous plaît, un petit message. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce qu'on continue? Très bien. C'est bon. Alors, donc on a dit les brûlures caustiques, c'est toutes les brûlures secondaires à la prise, soit accidentelle ou volontaire, du produit caustique qui vont toucher le tube digestif supérieur. Mais pas seulement parce que le tube digestif supérieur est à côté de d'autres organes, que ce soit la sphère ORL ou l'arbre respiratoire. C'est pour ça, lorsque nous avons des lésions graves au niveau du tube digestif, donc les lésions, le produit caustique, en même temps qu'il touche le tube digestif, il peut aussi atteindre la sphère ORL et l'arbre respiratoire. Alors, les étiologies, les mécanismes d'action des produits caustiques, comme on a dit, d'abord le terrain, les produits, donc ces accidents touchent surtout les enfants jeune âge, donc 1 à 3 ans, au cours des accidents domestiques, c'est-à-dire la maison, la maman est en train de nettoyer, d'utiliser un produit caustique, elle laisse la bouteille ouverte, l'enfant, il met à sa bouche, donc 90%, heureusement, 90%, ça reste et ça reste souvent bénin parce que dès qu'il met le produit caustique, ça le brûle au niveau de la bouche, il le jette, souvent il n'avale pas. Mais des fois, il avale et là, c'est le drame. Alors, sinon, chez les adultes, l'ingestion de produits caustiques, là, ça peut être aussi accidentel, mais la plupart du temps, c'est des tentatives de suicide. Et ça touche plus la femme que l'homme. Alors, par ordre de fréquence, voici les principaux produits caustiques incriminés. Donc, le plus utilisé, c'est l'eau de Javel. L'eau de Javel, dans 30% des cas. Heureusement, avec l'eau de Javel, ce n'est pas grave. Souvent, les lésions sont bénignes et elles prédominent au niveau de l'estomac. Sinon, les bases, c'est les plus dangereuses, que ce soit des four pour nettoyer le four, ou alors l'olivette. L'olivette, si vous connaissez, c'est le produit pour conserver les olives, donc utilisé dans les milieux ruraux. Et comme l'olivette, il a un aspect comme de l'eau de robinet. Donc, si une maman, elle l'utilise à la maison pour conserver les olives, et elle laisse la bouteille, elle laisse le produit dans une bouteille d'eau minérale qui n'est pas étiquetée, qui n'est pas fermée, un membre de la famille, il entre, il a soif, il prend le produit et c'est le drame, c'est la catastrophe. Donc, soit des four, soit les olivettes, les bases sont c'est les plus dangereuses. Elles donnent des lésions très graves bucco-pharyngées, également œsophagiennes, on va voir plus tard. Sinon, après, nous avons les acides, soit l'esprit de sel ou l'acide de batterie. L'acide de batterie, souvent, c'est accidentel. Donc, l'acide de batterie est souvent utilisé par soit les mécaniciens ou alors les bijoutiers. Ils l'utilisent aussi, donc ça peut donner. Donc, ça, c'est les produits les plus incriminés. Alors, on va voir ça en détail. Donc, on va commencer par les bases. Les bases, je vous ai dit, les bases, c'est les plus dangereux. Donc, base, ça veut dire le pH, il est supérieur, le pH de 12 jusqu'à 14. Donc, 70 à 80% des cas, c'est des lésions sévères. Ça ne pardonne pas les bases. Alors, quel type? Donc, soit des stops, soit des four, les nettoyeurs, les déboucheurs des tuyaux, l'ammoniac, la potasse, donc tous ces produits qu'on utilise, utilisation domestique, sont très dangereux. Maintenant, heureusement, ces accidents ont un petit peu diminué parce que maintenant, par exemple, des four, maintenant sous la forme de spray. Avant, c'était forme que liquide.
il y avait plus d'accidents. Maintenant, sous forme de spray, surtout pour les enfants, le spray est plus difficile à utiliser, on a moins d'accidents. Mais sinon, les bases sont les plus dangereuses. Et pourquoi aussi elles sont dangereuses? Parce que déjà, le liquide, comment il est visqueux. Visqueux, donc très lent à descendre. Lorsque quelqu'un, il ingère, il va boire, par exemple, de la soude ou un déboucheur, visqueux, comme le produit, il est visqueux, donc il descend lentement le long de l'œsophage. Donc, le temps de contact avec la muqueuse œsophagienne va être très lent. C'est pour ça que les lésions sont très importantes. Il va entraîner une nécrose, regardez, une nécrose de liquéfaction. C'est-à-dire qu'il va dégrader. Il va dégrader les protéines et les lipides. C'est pour ça qu'il va diffuser en profondeur. L'œsophage, il est au niveau du médiastin. Donc, si l'œsophage, la paroi, toute la paroi, elle est détruite, liquéfiée, comme du liquide, dégradée, donc il va toucher les autres organes du médiastin. C'est pour ça que ça va donner une médiastinite très importante. Et les lésions sont plus importantes au niveau de l'œsophage qu'au niveau de l'estomac, à cause de ce caractère visqueux et à cause de cette nécrose de liquéfaction. Je répète, les bases, pH 12, plus de 12, c'est les plus dangereux. Le liquide, les bases sont visqueuses. Visqueuses, c'est-à-dire le produit, il est très lourd, il descend lentement. Donc, le temps de contact avec l'œsophage, il est plus lent. Il entraîne beaucoup de dégâts au niveau de l'œsophage et passe à cause de la nécrose de liquéfaction. Nécrose, c'est-à-dire qu'il va dégrader toute la paroi œsophagienne, de la muqueuse jusqu'à la séreuse. Donc, il va diffuser à travers le médiastin. Donc, ça va donner une médiastinite et la médiastinite, elle est très grave. Donc, ça, c'est le premier produit. Le deuxième, les acides. Les acides, c'est-à-dire le pH inférieur à 2, fortement acide. Cette fois-ci, le liquide n'est pas visqueux, c'est comme de l'eau. Il va descendre rapidement le long de l'œsophage, il va arriver à l'estomac. D'abord, la nécrose qu'il entraîne, c'est une nécrose de coagulation. Ça coagule, c'est-à-dire le sang va coaguler. Donc, et ce coagulum va empêcher la diffusion en profondeur au niveau de l'œsophage. Donc, les lésions œsophagiennes ne sont pas très importantes. Arrivé au niveau de l'estomac, il va y avoir un spasme pylorique. Le pylore va se fermer. Donc, tout le produit va rester au niveau de l'estomac et ça va entraîner plus de dégâts au niveau de l'estomac qu'au niveau de l'œsophage. Donc, ça, c'est pour les acides. Enfin, l'oxydant. L'oxydant, le pH, il est neutre. Ça n'a rien à voir avec le pH. C'est plutôt la chaleur qu'il va dégager. Je vous invite à allez prendre un peu l'omo qu'on utilise pour le nettoyage. Mettez un peu d'omo, de poudre dans votre main et mettez un peu d'eau. Vous allez sentir un peu de chaleur. Donc, il dégage une chaleur. Alors, imaginez une grande quantité avec une grande concentration. Donc, beaucoup de chaleur. Exemple, donc l'eau de Javel ou l'eau oxygénée. Donc, surtout si l'eau de Javel ou l'eau oxygénée ne sont pas dilués, s'ils sont concentrés, ils vont dégager une grande quantité de chaleur. Donc, ils vont entraîner des brûlures thermiques. Les lésions sont surtout au niveau de l'estomac. Et la particularité avec les oxydants, c'est que les lésions sont retardées. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de 24 heures pour que les lésions apparaissent. Bon, jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est clair, jusque-là, ça va? Vous avez compris la différence entre base, acide et oxydant. Base, ça va. C'est clair. C'est bon, oui, oui, oui. Très bien. Alors, on continue. Très bien. L'oxydant, pourquoi il reste au niveau de l'estomac? L'oxydant, il reste au niveau de l'estomac parce que, je vous ai dit, il y a un spasme du pylore. Le pylore va se fermer. Donc, comme si le produit camel, il reste emprisonné au niveau de l'estomac. Autre question? Très bien. Apparemment, tout le monde a compris. Alors, on termine. Et alors, il y a une question. L'estomac, c'est un milieu qui supporte l'acidité. Et alors c'est-à-dire, là, ce n'est pas l'acide, le pH de l'estomac, le pH, c'est à peu près 8, 9. Là, on parle de pH à 2, c'est l'extrême acidité. L'estomac ne peut pas supporter toute cette acidité. Même le mucus et le bicarbonate ne peuvent pas. Ça, c'est très acide.
impossible de supporter une acidité pareille. D'accord? Alors, bon, il n'y a pas une autre question. Alors maintenant, quels sont les facteurs de gravité? Qu'est-ce qui détermine que l'ingestion de caustique va donner des lésions sévères? Donc, la sévérité, elle dépend de deux facteurs. D'abord, du produit lui-même. On a dit la nature du produit. Base, c'est plus dangereux que l'acide. Acide, plus dangereux que l'oxydant. D'abord, la forme. Je vous ai dit liquide. Plus liquide, ça passe plus rapidement. Si un produit solide ne passera pas aussi rapidement qu'un liquide. Produit visqueux, on a dit visqueux, donc il descend lentement, il donne plus de dégâts. Alors, un produit volatile, c'est plutôt respiratoire, il ne va pas donner des lésions au niveau du tube digestif. La quantité, c'est très important. Plus la quantité est importante, plus les dégâts sont importants. Aussi, la concentration, plus c'est concentré, plus c'est grave. Aussi, la durée du contact entre le caustique et la muqueuse digestive, donc la motilité du produit. On a dit, le meilleur exemple, c'est les bases qui sont visqueuses. Donc, la durée de contact entre le produit caustique et la muqueuse, il est allongé, donc les dégâts sont plus importants. Alors, maintenant, sur le plan anatomopathologique, les lésions qu'on va avoir. Donc, on va commencer au niveau du tube digestif, les brûlures. Donc, on va avoir des brûlures à type donc, du superficiel au profond. Abrasion, c'est-à-dire une simple érosion avec des œdèmes. On peut avoir des ulcérations plus profondes et ça va aller jusqu'à la nécrose. Et plus les brûlures sont profondes, plus la cicatrisation va être plus importante. Donc, la cicatrisation va se faire par un tissu conjonctif qui va essayer de remplacer ce qui a été nécrosé. Et c'est cette cicatrisation qui va servir de support à un nouveau épithélium. Donc, et cette cicatrisation, elle va durer plusieurs semaines. Mais le problème de la cicatrisation, c'est une bonne chose, la cicatrice. Mais imaginez, il y a de la fibrose au niveau de l'œsophage. L'œsophage, la lumière, elle est réduite par rapport à l'estomac. Donc, plus la cicatrisation elle est importante, plus il y a un risque la fibrose elle est étendue, plus il y a un risque de sténose, de séquelles. Vous avez compris? Donc, plus ces brûlures sont profondes, il y a beaucoup de nécrose, la cicatrisation va être plus importante. Cicatrisation, qui dit cicatrisation, dit fibrose. Et plus la fibrose elle est étendue, plus il y a un risque de séquelles qui sont la sténose. Et en plus de ça, cette fibrose, elle peut durer dans le temps, jusqu'à 3 mois. Donc, si quelqu'un il a ingéré un produit caustique, il a eu des lésions, des ulcérations, donc, dans les 3 mois qui suivent l'ingestion, il y a un risque que le malade développe une sténose. Alors, toujours sur le plan anatomopathologique, maintenant, il n'y a pas que le tube digestif, il y a aussi l'arbre trachéobronchique. Donc, on peut avoir des lésions, surtout dans les cas graves. Par quel mécanisme? Soit lors de l'ingestion, de vomissement. Quelqu'un, il a ingéré un produit caustique, il a vomi. Et lorsqu'il a vomi, il a inhalé. Donc, ça, c'est-à-dire directement. Regardez, là, les deux flèches. L'image de droite. Donc, deux flèches, en même temps qu'il avale, en même temps, il va inhaler. Donc, le produit caustique, il va entrer directement dans l'arbre trachéobronchique. Ou alors, lorsqu'on essaie, quelqu'un qui a ingéré produit caustique, on lui met une sonde nasogastrique. La sonde nasogastrique, elle va déclencher le réflexe nauséeux. Il va essayer de vomir. Et lorsqu'il va vomir, il va inhaler. Donc, ça, c'est le premier mécanisme. Directement, le produit caustique passe directement dans l'arbre trachéobronchique. Le deuxième mécanisme, c'est grâce à la propagation, mais pas grâce, à cause d'une propagation d'une médiastinite. On a vu avec les bases. Les bases, on a dit une nécrose de liquéfaction, diffusion en profondeur, donc par contiguïté de l'œsophage à côté, il y a la trachée, et donc la nécrose va diffuser. Et c'est plus grave. Avec l'atteinte, et cette atteinte de l'arbre trachéobronchique, il y a un risque de grandes complications, soit pneumonie d'inhalation avec œdème lésionnel, c'est-à-dire destruction, perforation et destruction du carrefour pharyngolaryngé, œdème de l'épiglotte, lésion de la trachée, risque de fistule trachéo-œsophagienne, broncho-œsophagienne. Vous voyez que ce sont des complications assez graves. Donc maintenant, on passe à la physiopathologie. La physiopathologie, donc quelles sont les conséquences métaboliques? Les conséquences des brûlures, elles dépendent toujours de la gravité des lésions. Plus les lésions, les brûlures sont graves, plus il y a un risque de développer
des complications métaboliques. La première, c'est l'état de choc. L'état de choc en cas de brûlure grave, l'état de choc, il est dû à quoi? D'abord à l'hypovolémie. Il y a une fuite, comme il y a des brûlures, il va y avoir une formation du troisième secteur. Il y a une fuite de protéines. Et la fuite de protéines sera suivie de l'eau. Donc, on va avoir une hypovolémie. En plus, il y a des troubles hydroélectrolytiques. Et si en plus, il y a une hémorragie, perte de sang, donc, tous ces facteurs, l'hypovolémie, les troubles hydroélectrolytiques et l'hémorragie, tout cela vont favoriser l'état de choc. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, pour la sonde nasogastrique, je vais vous répondre après. Le sang, qu'est-ce qu'il y a le sang? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous arrivez à m'entendre? Il y a un problème de sang. Oui, vous arrivez à m'entendre. Donc, on continue. Allez. Très bien. Alors, je vous ai dit, donc en cas de brûlure grave, il y a beaucoup de risques de faire un état de choc. Le malade fasse un état de choc. Aussi, il y a un risque de faire des troubles de l'équilibre acido-basique. Il y a un risque d'acidose qui peut être grave. Aussi, il y a un risque de troubles de l'hémostase. L'hémostase, c'est-à-dire, vous connaissez la CIVD, c'est la coagulopathie intravasculaire disséminée, c'est-à-dire c'est la consommation de tous les facteurs de la coagulation. Et c'est un événement grave, c'est mortel. CIVD égale mauvais pronostic. Donc, en cas de brûlure grave, il y a un risque de trouble de l'hémostase. Aussi, il y a un risque de troubles respiratoires, donc détresse respiratoire, surtout s'il y a une atteinte de l'arbre trachéo-bronchique. Donc, ça, c'est les conséquences métaboliques en cas de brûlure grave. Alors, maintenant, quelle est la prise en charge? Donc, la prise en charge, vous êtes aux urgences, vous voyez arriver un malade qui a ingéré un produit caustique. Donc, premièrement, il faut reconnaître la prise du caustique. Le cas, il est facile si le diagnostic, il est facile par l'interrogatoire. Vous arrivez à interroger le malade ou alors son entourage. Ou alors, vous arrivez, vous lui dites qu'est-ce que vous avez bu, la quantité, à quelle heure. Donc, si vous arrivez à communiquer soit avec le malade, soit avec l'entourage, ou alors l'entourage, il vous ramène carrément la bouteille. Ce serait encore mieux. Vous voyez la bouteille du caustique et là, vous avez toutes les informations que vous voulez. Alors, ça, c'est la première éventualité. Alors, dans ce cas-là, on va poser les questions. Nous avons on a une personne qui va nous répondre à nos questions. Donc, l'heure et les circonstances de l'ingestion. Parce qu'une ingestion volontaire, ce n'est pas comme une ingestion accidentelle. Quelqu'un volontaire, il veut se suicider. Donc, on imagine qu'il va prendre le maximum de la quantité. Par contre, accidentel, dès qu'il met la bouteille au niveau de sa bouche, ça le brûle au niveau de la bouche, il va jeter la bouteille. Donc, on est plus rassuré lorsque c'est accidentel que si c'est volontaire. Aussi, le type de caustique et sa présentation. Je vous ai dit, si c'est une base, c'est plus grave que si c'est une acide. Le volume, la quantité, plus la quantité est importante, plus les dégâts sont importants. Aussi, la prise concomitante d'alcool ou de psychotropes, surtout si quelqu'un il est en dépression, il veut se suicider. Et souvent, si quelqu'un il a décidé de se suicider, il peut prendre plusieurs moyens. Il va prendre non seulement le caustique, il peut aussi prendre des médicaments. Et là, ça va être une intoxication médicamenteuse. Et la prise en charge n'est pas la même. Donc, on a besoin d'avoir des réponses à toutes ces questions. Donc, et maintenant, devant ce malade, il y a des gestes qu'il est interdit de faire, à proscrire. Écoutez-moi bien, et j'ai mis ça en rouge. Il y a des gestes qu'il ne faut jamais faire. Non seulement, parfois, elles sont inutiles, ça ne sert à rien, et en plus de ça, c'est dangereux. Donc, il y a des gestes à ne pas faire lorsque vous êtes devant un malade qui a ingéré un produit caustique. Soit c'est inutile, ça ne sert à rien, soit parce que c'est dangereux, ça aggrave la situation. Alors, il ne faut jamais faire vomir le malade. C'est-à-dire, le malade, lorsqu'il a pris le produit caustique, déjà le premier passage du produit caustique, il a entraîné des lésions. Imaginez s'il va vomir le produit caustique. C'est comme s'il va y avoir un deuxième passage. Ça aggrave. Ne pas faire boire le malade, ne rien faire boire. Vous pensez faire boire de l'eau. L'eau pour diluer, ça ne sert à rien. Ni de l'eau, ni du lait, ni du miel, ni de l'huile d'olive, rien. Au contraire, la muqueuse, elle est déjà irritée. S'il commence à boire n'importe quoi, ça va entraîner nausée et vomissement. Et qui dit vomissement, risque d'inhalation.
Aussi, il n'y a aucun antidote. Même pas donner un antiacide. Vous croyez que l'antiacide va régler quelque chose? Rien du tout. Il n'y a pas d'antidote. Donc, pas de pansement gastrique. Alors, s'il vous plaît, pas de sonde nasogastrique. La sonde ne va rien régler le problème. La sonde, au contraire, la sonde, lorsque vous faites passer la sonde, c'est comme si vous allez encore irriter, blesser la muqueuse. Donc, pas de sonde nasogastrique. Et pas de lavage. Vous croyez qu'en mettant la sonde nasogastrique, vous allez faire le lavage et vous allez enlever le produit. Non. Déjà, la sonde, elle aggrave les lésions. Donc, pas de sonde gastrique. J'espère que celle qui m'a posé la question, j'ai répondu à sa question. Pas de lavage gastrique. Il faut éviter le voie veineuse centrale gauche. Si, normalement, on met une voie d'abord périphérique. Si il faut faire centrale, il faut éviter à gauche et je répondrai plus tard à pourquoi éviter à gauche. Pourquoi il faut la mettre de préférence à droite et laisser à gauche, je répondrai plus tard. Aussi, il faut éviter le décubitus dorsal. Il faut mettre en position assise. Assise, comme ça, tout le liquide, il est en bas. Parce que s'il est en position couchée, le produit va être étalé. Et c'est dangereux. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ça va, jusque-là, il n'y a pas de questions. Alors, pourquoi on évite le lavage? On évite le lavage parce qu'il ne sert. D'abord, pour faire le lavage, il faut mettre une sonde nasogastrique. Et la sonde nasogastrique, elle aggrave. Et le lavage, ça va encore, on va mettre du liquide dans l'estomac, ça peut déclencher des nausées et des vomissements. Ça ne sert à rien. Et en même temps, ça peut être dangereux. Donc, ni sonde nasogastrique, ni lavage. Tout le monde est d'accord? Pas de sonde nasogastrique, pas de lavage. Oui, oui. OK. Très bien. Alors, maintenant, on a dit, ça c'était les cas faciles, on arrive à interroger soit le patient, soit son entourage. Maintenant, il y a des cas où on nous ramène le malade aux urgences, il est inconscient et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, pourquoi il a pris, donc on n'arrive pas à interroger. Donc ça, c'est les cas difficiles, prise de caustique cachée ou alors patient inconscient avec ignorance de la prise par l'entourage. Là, c'est plus difficile donc d'interroger le malade. Aussi, on voit ça chez certains enfants. Les enfants, des fois, ils prennent le caustique comme ça, accidentellement. Ils ont tellement peur de leurs parents qu'ils cachent. Et après, on arrive au stade de conséquence. Ça, c'est rare, mais ça existe chez certains parents certains enfants qui sont terrorisés par les parents. Maintenant, après avoir reconnu la prise du caustique, il faut évaluer la gravité. D'abord, grâce à l'examen clinique, les signes fonctionnels, on va chercher des douleurs. Est-ce qu'il y a des douleurs rétrosternales, épigastriques? Est-ce qu'il y a une hémorragie digestive massive? Est-ce qu'il y a des signes de détresse respiratoire? Et est-ce qu'il y a des troubles de la conscience? Ça peut aller jusqu'au coma dans les cas graves. Les signes généraux, est-ce qu'il y a des signes d'état de choc? Est-ce que état de choc, c'est-à-dire tension artérielle effondrée, le pouls qui est filant, imprenable? L'examen physique, l'abdomen, c'est surtout rechercher une défonce ou une contracture abdominale qui va nous orienter vers une perforation digestive. Donc ça, l'examen clinique. Enfin, l'examen ORL. Donc les lésions ORL, obligées. Donc pour arriver à l'œsophage, il y a la sphère ORL. Donc on a des lésions dans presque 40% des cas. Ça va se révéler par une dysphonie ou alors carrément une dyspnée laryngée, difficulté à respirer. Et les lésions bucco-pharyngées peuvent être spectaculaires. Regardez, là, la sphère, là, c'est les cordes vocales. Ça, c'est un peu rouge. Regardez, blanc, tout est blanc. Ça veut dire tout est ulcéré. Et une dernière chose, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je vous ai mis ça en rouge. Absence de parallélisme entre les lésions bucco-pharyngées et digestives. Qu'est-ce que ça veut dire? Un malade qui vient vous voir, vous examinez sa bouche. Bien sûr, il a pris un caustique. Vous examinez sa bouche. Vous voyez que les lésions buccales sont très importantes. La bouche, elle est boursouflée, ulcérée. Il y a beaucoup de lésions. Donc, pour vous, c'est bon. Les lésions œsophagiennes sont très importantes. Ou le contraire. Vous examinez la bouche, elle est un peu rouge. Non, vous dites le malade, non, rentrez chez vous, il n'y a rien. Une bouche qui n'y a pas de lésion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion œsophagienne. Et le contraire. Pourquoi c'est cela? Imaginez quelqu'un qui veut se suicider. Il sait qu'il a dans la main une bouteille d'acide. Et lorsqu'il va la mettre dans la bouche, directement, il va l'engloutir. C'est-à-dire, il n'aura pas le temps, il ne laisse pas le temps au niveau de sa bouche.
Donc, si, dans ce cas-là, les lésions bucco-pharyngées vont être peu importantes. Par contre, les lésions œsophagiennes, très importantes. Un autre cas, un enfant, il prend une bouteille de décapant, il la met à sa bouche, il prend une première gorgée, ça le brûle. Dès que ça brûle, il jette la bouteille. Donc, le maximum de liquide, il est resté dans sa bouche. Donc, si on examine sa bouche, on va trouver de très grandes lésions. Mais si on examine l'œsophage, ça va, il n'y a pas de grands dégâts. Donc, il n'y a pas de parallélisme. C'est-à-dire que ce n'est pas la bouche qui va vous orienter sur ce qui se passe au niveau de l'œsophage. Est-ce que vous avez compris ce point, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Donc, pas de parallélisme et vous le mettez en rouge, s'il vous plaît. OK, très bien. Allez, c'est bon. Vous êtes très intelligent. Alors, maintenant, on passe, après l'examen clinique, on a vu tous les signes, que ce soit physiques, fonctionnels et généraux, on va passer aux examens complémentaires. Donc, là, nous sommes dans un état d'urgence. Donc, il faut faire les examens d'urgence. Rapidement, la radiologie, l'ASP, l'étélothorax. Qu'est-ce qu'on va rechercher? L'ASP, un pneumopéritoine, s'il y a une défense ou il y a une contracture, donc les croissants gazeux sous-diaphragmatiques. Téléthorax, surtout recherché s'il n'y a pas un pneumothorax ou une pleurésie. Biologiquement, un bilan d'urgence, surtout le bilan rénal, FNS, bilan rénal s'il y a un état de choc et le bilan à la recherche de la CIBD, c'est-à-dire FNS avec taux de fibrillogène s'il n'y a pas une thrombopénie, le TP qui sont bas. Donc, vous voyez, les bilans paracliniques, c'est des bilans d'urgence. Alors, maintenant, on a terminé avec l'évaluation, on a fait une évaluation clinique et paraclinique. Nous sommes devant deux situations. Soit nous sommes devant une forme compliquée, soit une forme non compliquée. Alors, les formes compliquées, en cas de détresse respiratoire, une perforation digestive, une hémorragie massive que le réanimateur n'arrive pas à juguler, un état de choc massif, état de choc sévère que le réanimateur n'arrive pas à juguler, une CIVD, acidose, une insuffisance rénale aiguë, des troubles neuropsychiques. Devant tous ces signes-là, il faut directement envoyer le malade à la chirurgie. Il faut lui enlever son œsophage et son estomac. Si on le laisse, on ne l'opère pas, le malade, il va mourir.